Julien Rochdy, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de donner cet entretien au Rouge et le Noir. Alors tout d'abord, lorsque vous avez été remplacé par Gaëtan Dussaucet à la tête du Front National de la Jeunesse, tout le monde n'a pas bien compris que cela signifiait que vous quittiez par là même le Front National. Même si plusieurs de vos interventions récentes l'ont fait savoir plus clairement, un certain flou demeure. Pouvez-vous nous dire quelles sont les raisons qui vous ont poussé à vous mettre en retrait alors même que vous étiez en pleine ascension au sein du Front National ? C'est vrai que je ne me suis pas encore expliqué sur les raisons de mon départ du Front National, donc du coup c'est le bon moment aujourd'hui. Déjà chronologiquement, je vais vous raconter comment ça s'est passé, puis je vous dirai les raisons après. Au mois de juin 2014, je suis allé voir Marine Le Pen en rendez-vous avec elle, et je lui ai signifié mon désir d'arrêter le Front National de la Jeunesse, parce que ça faisait 4 ans que j'étais à la tête des jeunes du Front, que j'ai pris beaucoup de plaisir, ça a été des expériences absolument formidables, mais à un moment, je crois qu'il était temps de donner le flambeau à quelqu'un d'autre. Voilà, j'étais un petit peu lassé. Donc je suis allé la voir et j'étais prêt, dès ce moment-là, à arrêter d'être salarié du mouvement et à essayer de faire autre chose de ma vie. Mais si je devais rester, ça aurait été dans un poste qui était lié à la communication et à la stratégie, dans le domaine des idées. Je voulais écrire pour le mouvement, écrire pour Marine, et travailler sur les idées. Je pensais qu'il y avait en ce domaine-là des compétences que je pouvais essayer d'apporter, et en tout cas je pouvais aider. Marine me dit très bien, on fait comme ça, je vais essayer de te trouver un poste pour la rentrée. Tu fais l'UDT du FNJ au mois de septembre, tu finis là-dessus, et quel plaisir que d'avoir terminé mon expérience au FNJ sur cette grande réussite. Et puis après tu travailleras dans le domaine des idées. Donc il se trouve que le poste que l'on me donne, que Marine me donne après au mois de septembre, et d'être rédacteur pour les CAP, c'est-à-dire le projet présidentiel, le projet de Marine Le Pen, travailler sur les idées. Donc je commence à travailler ainsi, et puis en fait très rapidement je m'aperçois qu'il est temps pour moi d'arrêter mon travail dans le mouvement en tant que salarié, et donc de quitter tout bonnement toutes mes fonctions. Alors les raisons pour lesquelles j'ai arrêté. La première, c'est que je me sentais inutile, et je déteste me sentir inutile, dans la mesure où si j'avais pu me sentir très utile au sein du Front National de la Jeunesse, notamment dans la grande entreprise de dédiabolisation qu'avait fait Marine à partir de 2011, il se trouve que là, à être simplement un rédacteur, je pensais que n'importe qui aurait pu faire aussi bien à ma place. D'autant que j'ai compris très rapidement que Marine, en fait, avait arrêté sa stratégie pour 2017, et que par conséquent, elle avait besoin d'exécutants, et non pas vraiment des gens qui pensent et qui essayent de changer ou de faire dévier certains de ses axes stratégiques. J'ai vu en plus quel était le destin des projets présidentiels en 2012, puisque les gens qui avaient travaillé en 2012 sur le projet présidentiel avaient vu leurs notes et leurs écrits se faire totalement changer à la dernière minute par Florian Philippot, qui en fait, au moment où ça doit sortir devant la presse, il récupère tout, il réécrit tout ce qui lui plaît pas et tout ce qu'il a envie d'y mettre. Donc je n'avais pas envie d'avoir ce destin-là. Donc je sentais mon inutilité au front, et voilà, d'autres pouvaient faire aussi bien que moi, voire mieux, donc je déteste me sentir inutile, donc c'était le moment pour moi de partir. La deuxième raison, c'est que il se trouve que j'ai toujours voulu faire autre chose. Si vous reprenez tous mes entretiens que j'ai pu faire depuis que j'ai commencé au Front National de la Jeunesse, j'ai toujours dit que je ne voulais surtout pas finir comme un politicien, c'est-à-dire ne faire que de la politique, car il se trouve que j'ai eu la chance de rentrer très jeune en politique, puisque je suis rentré à 22 ans, 23 ans, que j'ai eu tout de suite un poste éminent, qui est le directeur des jeunes du Front, et que si jamais j'étais resté au Front National, bah là je serais en lice pour être un élu régional, après il y a d'autres élections, et après on se laisse facilement enfermer dans le fonctionnariat politique. Et moi je voulais à tout prix avoir des expériences privées, me confronter au privé, aller travailler vraiment. Et je me suis dit qu'à 26 ans, si je ne le faisais pas maintenant, bah, ce serait trop tard, et à la fin je finirais comme tous les autres, c'est-à-dire à n'avoir été qu'un simple petit politicien, et je ne voulais sûrement pas ressembler à ça. Et puis la troisième raison, qui est plus personnelle, c'est que le Front National, après le congrès, a vu entrer dans ses rangs un certain nombre de petits mecs autour de Florian Philippot, notamment, et pas que, de jeunes gens qui ne sont pas des hommes selon mon cœur, comme on dit. Voilà. Donc il est très difficile de travailler avec des gens que vous mépriseriez dans le privé, ou même à qui vous auriez envie de mettre quelques claques de temps en temps. Donc la politique est une aventure humaine, c'est une aventure qui n'est pas faite seulement que d'amis, mais enfin il faut se sentir en lien et en relation psychologique et morale avec certaines personnes, et là ce n'était plus le cas pour moi. Par conséquent, quand on ne prend plus de plaisir à aller au travail,
c'est le moment aussi de partir. Donc pour ces 3 raisons, parce que si j'étais resté, je serais devenu qu'un simple petit politicien, parce que je ne prenais plus de plaisir à travailler avec les gens qui avaient au sein du carré, et puis parce que d'autres pouvaient faire mieux que moi les choses qu'on me demandait, à savoir être de très bons exécutants, j'en suis un mauvais. Voilà, j'ai estimé que c'était le bon moment pour moi pour partir. Au-delà des questions de personnes, notamment au travers de vos tribunes récentes, il est clair que c'est la stratégie électorale du FN actuel qui vous pose problème. Pouvez-vous nous expliquer les griefs que vous faites au calcul politique de Marine Le Pen ? Oh, je me suis contenté de dire quelques petites choses. Disons que maintenant que je suis libre, que je n'ai plus à subir la discipline de parti, qui est normale, hein, qui est naturelle dans un mouvement, j'ai estimé que je pouvais être un petit peu utile à dire certaines choses que beaucoup pensent au sein du front, mais dont peu osent le dire à Marine, quoi. Donc voilà, je me suis permis de le dire dans une tribune à valeur actuelle, que nous avons peut-être assisté ces 3 dernières années à un gâchis, en fait, parce que il se trouve que la droite traditionnelle, la droite parlementaire, l'UMP, était en décomposition totale, elle était en morceaux, elle était dispersée façon puzzle, et qu'il y avait un électorat tout entier qui s'est retrouvé orphelin. Et en fait, au moment même où la droite était à terre, nous n'avons fait que du chevènementisme. C'est-à-dire au moment où il y avait tout un électorat à récupérer, on a parlé exclusivement à la gauche et on n'a envoyé aucun signal à cet électorat. Donc je ne vais pas revenir sur les éléments de ma tribune, mais dans tous les domaines économiques, dans les domaines sociétaux, on n'a envoyé aucun signal. Et c'est dommage parce que je pense vraiment, contrairement à ce que certains calculent au sein du Front, qu'il y a une bonne partie de ce peuple de droite qui était susceptible de rejoindre Marine, parce que au moment où la droite était écroulée totalement, nous avions une candidate qui est brillante, qui est très efficace, qui est très charismatique, qui s'appelle Marine, et je pense qu'avec un discours mieux senti, elle aurait pu attirer cet électorat. Et il se trouve qu'aujourd'hui la droite est en train de se reconstituer, et qu'il a fallu que la droite se retrouve un chef à travers la personne de Nicolas Sarkozy pour les cantonales, pour qu'il nous remette 10 points dans la face, quoi. Et moi je suis un petit peu inquiet vis-à-vis de l'avenir du Front par rapport justement à cette droite qui se reconstitue, parce que je ne fais pas dans le cocorico, c'est-à-dire ce que font aujourd'hui la plupart des cadres du Front, à savoir qu'ils estiment qu'ils sont sûrs et certains au second tour en 2017. Moi je me rappelle 2011, lorsque je suis retourné au Front National, je me rappelle des unes du Point mettant Marine à 24 et Sarkozy à 22, et disant qu'il était quasiment certain que Marine Le Pen arriva au second tour en 2012. Or, ce qu'il s'est passé, c'est qu'en 2012, Marine a fait 17 et Sarkozy il a presque fait 27. Il a mis 10 points à Marine Le Pen. Et moi j'ai un pronostic qui m'inquiète un petit peu, c'est que finalement, si la droite n'est pas trop bête en 2017, qu'elle a un positionnement bien à droite, elle est capable de nous remettre 10 points dans la tête, 10 points devant le Front National. Et la gauche, les socialistes voteront toujours pour un socialiste. Donc si la gauche, elle aussi, n'est pas très bête, et qu'elle arrive à partir à cette élection présidentielle unie, c'est-à-dire avec les Verts en leur sein et tout ça, pas trop divisé, il se peut que le candidat de gauche fasse 25%, parce que l'électeur de gauche qui aura boudé les élections locales pendant 5 ans, à la présidentielle, il ira voter, quoi qu'il arrive, pour un candidat socialiste. Donc il se peut que Marine Le Pen ne soit pas au second tour en 2017, contrairement à ce que tout le monde croit et à ce que tout le monde fanfaronne. Et moi, je n'ai pas envie que ce scénario arrive. Et je dis à mes amis du Front, je dis faites attention, puisque le gros problème, c'est que si on prépare que le second tour, beaucoup pensent à cela, c'est-à-dire qu'ils pensent qu'ils seront au second tour face à un candidat de droite et que le candidat de la gauche sera éjecté du second tour. Donc ils se disent on va commencer à parler au peuple de gauche pour essayer de récupérer cet électorat-là. Sauf que ne vendez pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, il se peut que vous ne soyez pas au second tour, et pour être certain d'y être, il va falloir ne pas se faire grappiller trop de voix par le candidat de droite qui fera une campagne forcément bien démagogique et bien sur des thèmes très à droite, les mêmes que nous avons abandonnés. Donc voilà, moi je ne critique pas le Front National, je fais quelques observations, et que je crois légitimes, mais encore une fois parce que beaucoup de gens au sein du Front, et parmi les plus hauts de ces cadres, pensent cela et n'osent pas trop le dire, parce qu'il est difficile d'avoir des débats internes au sein du Front. Et voilà, je crains cet avenir-là pour le Front, je crains que la droite se recompose et gagne toutes les prochaines élections, et voilà, je penserais que, comme beaucoup, que ce serait vraiment dommage. Voilà. Et encore une fois, mes critiques sont très minimes, puisque par exemple,
d'autres personnes autour de moi critiquent le positionnement de Marine Le Pen, ni droite ni gauche. Or, ce positionnement pour moi est absolument parfait. En réalité, c'est un vrai positionnement de droite. Si l'on regarde bien, c'était le positionnement du général de Gaulle, c'était le positionnement de Bonaparte, et si l'on remonte, c'est le positionnement royal, en quelque sorte. C'est-à-dire que le roi est au-dessus des partis. Et c'est le vrai positionnement de droite. La droite ne dit jamais son nom, elle dit toujours qu'elle est au-dessus des mouvements. Le problème, c'est que quand l'on fait que quand on fait du ni droite ni gauche, c'est bien, mais si on fait si on fait du ni droite ni gauche ni droite, là ça devient un peu inquiétant. Et c'est malheureusement ce qui est ressenti dans le peuple de droite actuellement, et je pense que c'est dommage, parce que ce serait, je pense, tout bénef pour Marine Le Pen et pour ses cadres, même pas pour moi, mais pour ses cadres aujourd'hui, d'envoyer ne serait-ce que quelques petits signaux à ce peuple-là qui est encore orphelin aujourd'hui. Vous pensez par exemple au débat sur le mariage pour tous? Par exemple, ça fait partie des choses, mais je ne fais pas une fixation sur le mariage pour tous. Je parle surtout au niveau économique. Au niveau économique, il y avait tout un terrain qui était abandonné, qui était celui de la microéconomie, c'est-à-dire la seule que le peuple de droite peut comprendre. C'est-à-dire le mec qui est artisan, qui est commerçant, qui est petit chef d'entreprise, il se lève tous les matins et dans sa tête il pense au RSI, il pense aux impôts, il pense au droit du travail, il pense à la fiscalité, il pense à tout ça. Et le Front National n'a eu aucun discours en ce domaine. Il s'est contenté de n'avoir qu'un discours macro et à dire avec l'État on arrivera à tout sauver et à tout régler. En sortant de l'Union Européenne, tout s'arrangera. Et ces discours-là, autant ils peuvent être entendus par un ouvrier qui a perdu son usine parce qu'effectivement elle a été délocalisée dans un autre pays et qu'il comprend ce discours antimondialiste, autant pour tout le peuple des indépendants, c'est-à-dire ce qu'on appelle le petit peuple de droite, le peuple petit bourgeois, c'est un discours qu'ils ne peuvent entendre. Et bon, je crois qu'aujourd'hui Marine a compris ce message et qu'il travaille en ce moment au sein du Front sur un discours micro. Tant mieux, écoutez, moi je leur souhaite le meilleur. Bien que vous ayez souvent dit que le FN n'est pas une auberge espagnole du genre de l'UMP, on voit aujourd'hui, et notamment à travers ce que vous nous dites, à quel point les avis divergent, notamment autour de la personne de Florian Philippot. Comment jugez-vous son influence sur le Front National, et faisait-il partie de vos proches lorsque vous dirigiez le FN? Non, pas vraiment. Florian Philippot, je n'ai pas eu de rapport et de contact avec lui pendant presque 3 ans. C'est difficile d'avoir une conversation d'homme à homme avec lui, c'est un peu compliqué, il parle très souvent à ses séides et exclusivement à Marine, donc c'est un peu compliqué, mais enfin, moi c'est quelqu'un que j'estime, je pense qu'il a apporté beaucoup au Front National, c'est quelqu'un de très intelligent, qui est travailleur, qui a de bonnes idées, qui incarne quelque chose qui est efficace et qui doit exister au sein du Front, c'est-à-dire un pôle gauche, une aile gauche du Front National, c'est-à-dire anti-mondialiste, anti-libéral, anti-Union Européenne, et plutôt libéral sur le plan sociétal, on va dire. Et je pense que le courant gauche du Front National doit exister, qu'il a toute sa place parmi les patriotes. Le problème n'est pas celui-ci, le problème est que lorsque ce courant gauche devient exclusif au sein du Front. Et c'est vrai qu'avec mes amis on plaisante beaucoup à dire que finalement ces gens montrent qu'ils sont à gauche, parce que si nous on tolère totalement Florian Philippot au sein du Front, et on pense même qu'il apporte une plus-value, c'est-à-dire que nous sommes tolérants, nous, les autres en face qui sont de gauche ne tolèrent pas les autres, et veulent à tout prix que le seul discours qui soit tenu par le Front National et par ceux qui passent à la télé, et c'est très important pour eux, ceux qui passent à la télé, il n'y a que ça qui compte même, du coup ce soit exclusivement leur propre discours, et ça je trouve que c'est un petit peu dommage, parce que, je vous dis, moi je pense que Marine Le Pen doit être le pivot entre différents courants pour parler à différents électorats. Et je pense qu'elle en a la capacité, qu'elle en a la force, qu'elle en a la puissance, elle est incontestable et incontestée au sein du Front. Et c'est dommage que tout ce courant de gauche, on va l'appeler comme ça pour simplifier, même si les choses sont toujours plus complexes, ait pris autant de pouvoir et soit le seul discours aujourd'hui du Front National. Mais ce que je reprocherais à Florian Philippot, moi, c'est plus qu'en fait... Si l'on réfléchit bien, il est complètement ringard en fait. Ses positionnements sont vraiment ringards. Les positionnements de Florian Philippot, c'est la défense de la France des années 80. Voilà. Il veut conserver ou retrouver la France des années 80. Alors avec Jean-Marie Le Pen, c'était la France des années 50. Et avec Philippot, c'est la France des années 80. Peut-être qu'en 2022, on fera la campagne, on voudra défendre la France des années 2000, et on progressera. Mais c'est vrai que Florian Philippot, il veut une France avec ses acquis sociaux,
avec son libéralisme sociétal des années 80, sa souveraineté bien classique, son assimilation bien classique des immigrés, sa laïcité, tout ce logiciel français de Mitterrand en fait avant 83, avant le tournant de la rigueur. Donc voilà, je pense qu'on ne fait pas un projet d'avenir sur ces idées-là qui sont en fait assez passéistes finalement et assez ringardes. Et il est même à l'inverse, je pense, de ce qui se fait et de ce qui est à la mode actuellement, notamment chez les jeunes. Parce que si vous regardez bien, ce qui a vraiment le vent en poupe actuellement dans les idées, dans la pensée et dans la jeunesse, c'est un positionnement qui est plus conservateur sur le plan sociétal, sur le plan des mœurs, sur le plan de la morale et sur le plan de l'identité, et plus libéral sur le plan de l'économie. C'est le positionnement de Marion d'ailleurs, du moins au niveau symbolique, et c'est ce qui explique à mon avis en grande partie son immense succès chez les jeunes et chez les Français d'une manière générale. C'est le vrai positionnement qui sera celui de demain, c'est-à-dire qu'on veut retrouver un peu de valeur dans ce monde qui n'en a plus, et à la fois on veut libérer l'économie parce qu'il y en a marre de tous ces impôts et de cet État qui est omnipotent et qui empêche toutes les initiatives privées. Les jeunes rêvent de ça aujourd'hui, ils rêvent d'avoir leur entreprise, ils rêvent de gagner de l'argent, mais à la fois ils veulent aussi qu'on revienne à certaines valeurs et une certaine morale. Ça pour moi c'est le positionnement qui a de l'avenir, et Florent Philippot, si vous regardez bien, lui c'est l'inverse total, c'est-à-dire que c'est plutôt très antilibéral sur le plan économique et plutôt très libéral sur le plan des mœurs et sociétal. Donc voilà, je pense que c'est un positionnement qui est un petit peu ringard, mais après on verra bien, mais c'est vrai que c'est dommage en tout cas que tous les postes aujourd'hui du Front National, en tout cas tous ceux qui comptent dans la stratégie et la communication dans le domaine des idées, aient été trustés par Florent Philippot et ses équipes. C'est dommage et je pense que ça n'apportera pas que du bon pour Marine Le Pen. Voilà. L'une des affaires où l'influence de Florent Philippot s'est le plus fait sentir, c'est la crise récente autour de la personne de Jean-Marie Le Pen. Après les premières attaques contre Jean-Marie Le Pen, on vous a vu tweeter que vous ne regrettiez pas votre prise de distance. Avez-vous plus clairement pris parti pendant la crise? Et si oui, comment avez-vous agi? Ben non, parce que c'est très compliqué cette histoire. Le problème, c'est qu'on se retrouve face à deux camps qui sont biaisés de la même façon en réalité, parce que il était impossible d'être, je crois, d'être pro Jean-Marie Le Pen à 100% dans cette histoire, dans la mesure où si j'ai souvent comparé Jean-Marie Le Pen, en tout cas ce qu'il a fait dans Rivarol, j'ai un peu comparé ça à la crise des subprimes, c'est-à-dire que pour moi c'est une titrisation qui est mal foutue, qui est empoisonnée. C'est-à-dire qu'en fait, il dit plein de choses qui sont très justes et très bonnes, mais au milieu de ça, il y a un actif toxique, c'est-à-dire un Pétain et chambre à gaz, et qui corrompt tout le reste, et du coup, tout le reste de ce qu'il a pu dire devient inaudible, et notamment pour les médias, et aujourd'hui, malheureusement, c'est tout ce qui compte. Donc, il est difficile de soutenir Jean-Marie Le Pen dans cette... disons que si on fait de la politique, et qu'on est dans la démocratie et qu'on cherche à avoir le plus de voix possible, il y a certains accommodements qui sont nécessaires. Et Jean-Marie Le Pen n'est pas un homme d'accommodement, et malheureusement, voilà, se comportant ainsi et disant ce qu'il dit, il ne peut pas faire de la politique politicienne. Je ne rentre pas sur le fond de ce qu'il dit, encore une fois, je parle simplement de la communication. Il se trouve que la politique actuelle, c'est de la communication, et il ne peut pas décemment faire ça aujourd'hui. Donc il était impossible de soutenir totalement Jean-Marie Le Pen dans ce domaine. Mais c'est vrai que de l'autre côté, quand on voit Florian Philippot et surtout ces petits mecs attaquer le menhir, et l'attaquer de manière vraiment mauvaise, comme des petits avortons qu'ils sont face à l'homme qu'il est, c'est vrai que bon, ça fait mal au cœur. Donc c'est pour ça que j'étais ravi d'avoir pris mes distances avec le Front avant cette crise, parce que je me serais retrouvé bien mal à l'aise en plein milieu. Jean-Marie Le Pen doit, je crois, arrêter la politique politicienne. Il est trop grand pour ça, et c'est un compliment que je lui fais, parce que il faut qu'il laisse ça aux petits mecs. Aujourd'hui, la politique, c'est de la com, c'est passer à la télé, c'est répéter toujours les mêmes choses, ça fait plaisir au début, ça m'a fait plaisir au début de faire ça, mais on s'aperçoit très vite que tout cela est dérisoire et tout cela est vain. Donc Jean-Marie Le Pen devrait laisser sa fille tranquille, moi je pense, mais ça ne laisse pas un blanc-seing totalement aux autres qui sont insupportables en bien des domaines. Donc voilà, c'est vrai que c'est une histoire compliquée. D'autant ce qu'on n'a pas remarqué, moi ça m'a fait rire, c'est que Florian Philippot avait jusqu'alors plutôt défendu Jean-Marie Le Pen et le détail et ses dérapages, comme on dit, parce que si l'on regarde bien, enfin on ne sait pas, mais le logiciel de Florian Philippot est plutôt antisioniste. Hein. Bon. Donc ça ne le dérangeait pas tant que ça. Ce qui est tout nouveau dans cette histoire, c'est que Jean-Marie Le Pen attaque
Florent Philippot très clairement, en parlant de l'homme du ministère de l'Intérieur, le chevènementiste et tout le reste. Et c'est ça qu'il n'a pas supporté en réalité. Tout le reste, autour de Pétain, les chambres à gaz et tout le reste, c'est du prétexte pour Florent Philippot. Ce qu'il ne supporte pas, c'est d'être attaqué. Et voilà comment l'histoire s'est déroulée. Donc voilà, je vous dis, moi j'ai été ravi de ne pas avoir été obligé de prendre parti dans cette histoire. Je pense que les deux parties ont leur tort. Et j'espère que Marine pourra sortir vers le haut de cette sordide histoire familiale. Je pense que Jean-Marie Le Pen devrait arrêter la politique et je pense que Marine devrait recadrer certains de ses lieutenants. Voilà. Et si elle arrivait à faire ça, je pense que le front pourrait repartir sur de nouvelles et bonnes bases. Cette prise de distance et ces critiques que vous formulez à l'égard du Front National actuel sont-elles définitives ? Ou avez-vous l'intention un jour de rejoindre le mouvement si vous considérez qu'il... Oui, je vous dis, je garde encore beaucoup d'amis et d'amis proches parmi certains cadres du Front National. Quoi que je puisse penser aujourd'hui de l'équipe dirigeante et de certaines de ses idées, j'estime tout de même qu'entre le Front National et le RPS, l'RPS, et c'est clair que le Front National vaut bien mieux qu'eux, je leur souhaite tout le meilleur, je leur souhaite vraiment de me tromper sur mes pronostics en 2017 qui m'inquiètent, j'espère vraiment me planter totalement, j'espère qu'ils pourront caracoler et dire que la stratégie de Philippot était la meilleure du monde. Voilà, et ma foi, on verra bien plus tard comment ça va se passer. Si cette vision que vous avez des opportunités électorales du Front National n'est pas partagée par cette direction à court terme, avez-vous l'intention d'agir politiquement en dehors de la structure du Front National? Et avez-vous plus généralement des projets politiques en tête en ce moment? Non, si j'ai raté la politique, c'est pas pour en refaire de sitôt. Si j'avais voulu continuer, j'aurais pu. Là, je vous dis, en ce moment, je serais en lice pour être sur une liste pour les régionales et tout, en train de me battre contre les uns les autres et faire de la petite politique. Et voilà, c'est insupportable. Donc, je suis ravi d'avoir quitté tout cela. Là, moi, j'ai beaucoup de choses à faire. Je me bats tous les jours maintenant dans l'expérience privée, qui est un autre domaine, hein, où là, dans l'entreprise, si vous êtes mauvais, vous êtes viré, ou vous réussissez pas et votre entreprise, elle est fermée. C'est pas comme en politique où quand on connaît les bonnes personnes, on arrive toujours à se maintenir. Donc, c'est une expérience, l'entreprise qui est exceptionnelle. Et j'en suis ravi aujourd'hui, elle m'excite absolument. Je vais continuer d'écrire, en revanche, c'est sûr que je veux toujours essayer de donner quelques petites idées. Là, je suis en train d'écrire un bouquin avec un professeur de philosophie à Boston, un franco-américain. Donc c'est sur un sujet qui sera un peu intéressant, je pense. J'ai d'autres idées aussi pour la suite. Bon, je vais essayer de dire un peu ce que je pense et on verra si ça intéressera un petit peu les gens. C'est pour le moment, et peut-être de conseiller un peu des amis qui sont toujours au Front National parmi les cadres et que j'aime profondément. Voilà, peut-être de les aider, on verra plus tard. Je referai de la politique sans doute un jour, mais beaucoup plus tard en tout cas. Là, pour le moment, je respire de ma liberté, j'en suis très content. Et puis on verra bien comment les choses vont se passer. Les choses évoluent très vite aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez dès à présent nous donner une idée des sujets qu'abordera le livre que vous êtes en train de préparer? Le bouquin que je suis en train de lancer avec le professeur de philosophie à Boston, c'est sur un thème très particulier qui à mon avis va être décisif dans les années à venir. C'est juste sur ce thème-là. Ce dont je peux vous parler plutôt, c'est que mes axes de réflexion aujourd'hui, avec d'autres personnes d'ailleurs, je suis pas le seul, c'est vraiment, vous l'avez peut-être vu sur mon blog, où j'essaye un petit peu d'écrire de temps en temps quand j'ai le temps, c'est d'essayer de réfléchir aux conditions politiques de demain. C'est-à-dire qu'en fait, on s'aperçoit que désormais, la plupart des intellectuels et la plupart même des politiques, que ce soit à l'UMP ou au Front National, veulent restaurer des modèles qui appartiennent au XXe siècle. Et vu qu'effectivement le passé est toujours mieux que l'avenir, ou en tout cas que le monde présent que nous connaissons, c'est bien sûr beaucoup plus noble que c'est mieux que rien, on va dire. Mais il se trouve que le monde est vraiment en train de changer à vitesse grand V actuellement, et qu'on risque d'être jeté, en tout cas notre génération, et qui plus est nos enfants, dans un monde tout nouveau. C'est-à-dire qu'il ne connaîtra plus tout ce que nos grands-parents et même nos parents ont pu connaître, c'est avec ces structures nationales, enfin tout ce que l'on connaît, toute la politique classique française que l'on connaît. Et je pense que désormais il est temps de réfléchir plutôt à ce monde-là, à quoi il va ressembler, et comment dans ce monde-là on va pouvoir sauver les choses qui nous intéressent le plus, à savoir certaines valeurs et notre propre peuple. Je pense que c'est l'essentiel. Donc voilà, je vais essayer de réfléchir sur le sujet pour penser plutôt l'avenir,
plutôt que de penser le monde que nous aimions et qui est en train de disparaître. Puisque si vous regardez en fait les Éric Zemmour, les Finkielkraut et même les Michel Onfray actuellement, tous les intellectuels, la plupart des intellectuels, pourquoi passent-ils à droite? Parce que simplement ils s'aperçoivent trop tard que le monde dans lequel ils ont été élevés est en train de disparaître. Et ils se bornent à pleurer, en fait, dans les médias et dans leurs livres. Oh, le beau monde que nous connaissions, avec sa laïcité, avec son éducation nationale, avec le patriotisme, avec tout cela a disparu. Donc c'est bien qu'ils en soient arrivés là, c'est la première étape. Et moi je crois que notre jeunesse à nous, désormais, doit passer à la deuxième étape, c'est-à-dire acter la mort définitive de ce monde-là, pour essayer de préserver le plus de choses possibles, mais d'une manière différente. C'est un petit peu la phrase du Guépard, quand Alain Delon dit que pour que rien ne change, il faut que tout change. Voilà. Et je crois qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles on doit réfléchir par rapport au monde de demain.